Première partie. Notre humanité. Chapitre 1. Une époque de transition. Notre époque. Certains pessimistes disent que notre civilisation est en déclin. D'autres, les plus illuminés, disent que l'ère du Verseau arrive. Les optimistes disent que la société est en période de transition. Une chose est certaine, ils parlent tous de la même réalité. L'explication la plus fréquemment entendue est que le taux vibratoire de la planète s'élève. Selon cette hypothèse, une élévation de fréquence signifie une élévation de notre conscience spirituelle. De quelle vibration s'agit-il? Comment cela se mesure-t-il? Comme vous, je ne possède pas toutes les réponses. Sur la base de mon vécu personnel, j'en suis venu à considérer que cette affirmation est suffisamment intéressante pour y réfléchir un peu. Ce sera le sujet de ce premier chapitre. Comme telle, cette affirmation concernant l'élévation du taux vibratoire de la Terre n'explique pas grand-chose aux premiers abords. Si nous l'acceptons tel quel, nous prendrions ce que j'appelle un raccourci de la pensée. Je me mets à la place du lecteur qui s'intéresse à ce sujet depuis peu de temps et qui se fait dire que le taux vibratoire de la planète s'élève rapidement sans plus de détails. Rien ne nous empêche de tenter de nous faire notre propre idée de ce phénomène et de nous demander quels en seraient les impacts observables. Plusieurs auteurs du milieu ésotérique attribuent notre situation actuelle à une hausse du taux vibratoire de la planète. La première hypothèse consiste à dire que la fréquence terrestre ne serait plus de 7,8 Hz, cette fréquence aurait augmenté. Cette hypothèse est fausse. Ce phénomène électromagnétique s'appelle la résonance de Schumann. Connue expérimentalement depuis les années 1950, cette fréquence n'a pas changé et elle est mesurée en temps réel en plusieurs endroits de la planète. Cette surveillance est faite actuellement pour des fins météorologiques et par le passé, ce phénomène a été étudié pour des fins militaires. Cette fréquence aurait aussi un impact connu sur notre rythme circadien. Nous savons aussi que nos ondes cérébrales ont des longueurs d'onde tout à fait similaires à celles de la Terre. Ayant évolué sur la Terre, il n'est pas étonnant que nous ayons développé une interdépendance avec notre planète. Cette hypothèse était une bonne candidate, mais puisque la fréquence de Schumann n'a pas changé, il nous faudra chercher nos explications ailleurs. L'erreur fréquente consiste à confondre la valeur d'onde de base et ses harmoniques. Le sujet est très technique, j'en conviens, alors passons à l'hypothèse suivante. La deuxième hypothèse affirme que notre système solaire, qui tourne autour du centre de la galaxie, est entré dans une région de l'espace ayant une vibration plus élevée. Le taux vibratoire de l'espace que nous traversons deviendrait plus éthérique. L'explication serait que l'espace n'est pas uniforme et que nous subissons l'influence d'un soleil situé près du centre de notre galaxie. Toujours selon cette hypothèse, nous reviendrions dans cette région dans l'espace tous les 25 000 ans environ. Comme cette deuxième hypothèse est invérifiable en l'état actuel de nos connaissances, je ne peux poursuivre sur cette piste. Nous avons vu deux hypothèses qui ne parviennent pas à expliquer l'époque dans laquelle nous vivons. Personnellement, je réfute même leurs prémices de base. Je crois qu'il est faux d'affirmer que l'élévation de la fréquence conduit à une élévation de la conscience. À mon avis, c'est le contraire. La méditation permet d'abaisser nos ondes cérébrales bien en dessous de 7,8 Hz. Alors, pourquoi ne serait-ce pas plutôt l'abaissement de la fréquence qui nous serait le plus profitable? Notre cerveau fonctionne entre 4 Hz et 60 Hz. Mon hypothèse serait que notre âme serait en dessous de 4 Hz. Je pars du principe que la méditation et le calme nous rapprochent intuitivement de l'âme.
Il me semble que l'idée d'un abaissement de la fréquence planétaire nous serait plus profitable que l'inverse. Cette idée me semble logique et plus simple à comprendre. Je vais laisser cette porte ouverte et aborder la question qui consiste à situer notre époque sous un autre angle. Avant d'accepter ou de réfuter cette affirmation, je vous propose de vous baser sur vos propres observations. Selon moi, l'actuelle période de transition dont nous parle souvent la littérature ésotérique, si elle existe, a commencé bien avant le début de l'an 2000. Si je compare ma vie à celle de mes ancêtres, à ce qu'ils vivaient il y a quelques siècles, leur société, les technologies et les mentalités évoluaient plutôt lentement. Rien de comparable avec notre époque actuelle à mon avis. Les changements sociaux étaient généralement peu perceptibles à l'échelle d'une vie humaine. Nos ancêtres avaient des conditions de vie souvent difficiles. Leur rythme de vie était beaucoup plus lent, mais leur espérance de vie était plus courte. Mon arrière-grand-père vivait de la terre comme la majorité de la population à cette époque. Certaines grandes améliorations sont sans doute survenues au cours de sa vie, mais son mode de vie ressemblait à celui de son propre grand-père. La société et le mode de vie changeaient lentement sur plusieurs générations. Puis, imperceptiblement, les choses ont commencé à changer. Au tournant du 20e siècle, elles commencent à s'accélérer. La technologie est un indicateur parmi d'autres, mais il demeure néanmoins que mon propre grand-père a quitté le travail de la terre pour travailler dans une usine et vivre en ville. Il a connu l'arrivée de l'automobile, du cinéma, du téléphone, de l'électricité, du réfrigérateur, de la machine à laver et de la télévision. Il a vu les débuts de l'aviation et même de l'exploration spatiale. Il a vu aussi l'arrivée des antibiotiques, des vaccins et la croissance de l'industrie pharmaceutique. Par 2 fois, il a été témoin de la mondialisation des guerres. Tout cela entre 1910 et 1985. Cela peut sembler beaucoup. Oui, en effet, c'est beaucoup de changements si l'on compare avec le siècle qui a précédé sa propre époque. C'est pour cette raison que je suis d'avis que quelque chose a commencé à changer vers la fin du 19e siècle. Je situerai arbitrairement le début vers 1890 puisque j'ai toujours observé des changements technologiques significatifs aux environs de cette période que je considère charnière. Il y a eu d'énormes changements sociaux entre le 19e siècle et le 20e siècle. J'ai tendance à croire qu'il y en aura autant en ce début du 21e siècle. Donc, arbitrairement, j'ai choisi une période de 100 ans, de 1850 à 1950, pour faciliter un petit calcul. Soulignons qu'il s'agit d'une période beaucoup plus longue que l'espérance de vie de l'époque. J'ai ensuite considéré les changements survenus durant une période plus courte. Il suffit de lire un journal imprimé il y a environ 50 ans pour s'en convaincre. À cette époque, les femmes utilisaient encore fréquemment le nom de leur époux. Une telle chose serait impensable aujourd'hui. Le monde dans lequel je suis née, vers la fin des années 1960, n'existe plus. Nous pourrions envisager la période de 1950 à 2000, toujours pour simplifier notre compréhension. Cette deuxième période est donc 2 fois plus courte que la première. Je dirais qu'il y a eu autant de changements sociaux de 1950 à 2000 que durant la période allant de 1850 à 1950. Finalement, nous avons besoin d'une troisième et dernière période de référence, une période de 25 ans. Cela implique que si l'on compare notre société de l'an 2000 avec celle de 2025, les différences observées seront aussi significatives que les différences observables entre la société de 1950 et celle de l'an 2000. En conclusion, si cette idée s'avère exacte, nous remarquons une accélération logarithmique,
Une courbe logarithmique a pour particularité de commencer lentement, puis d'accélérer de plus en plus vite. Lorsque l'accélération cesse, nous atteignons alors un plateau, une vitesse de croisière. Espérons avoir atteint ce plateau, car cette accélération comporte de sérieuses conséquences dans nos vies. Mon approche est très subjective, j'en conviens, mais mon premier constat est que l'accélération a débuté plus tôt qu'en ce fameux tournant du 21e siècle auquel on fait allusion dans les écrits ésotériques. Je situerais le début du phénomène vers 1880 ou 1890. Ce serait davantage lié au début de l'ère industrielle. Tout cela ne nous apprend rien sur un éventuel changement du taux vibratoire de la planète. Je dis seulement que selon mon expérience personnelle, nous assistons réellement à l'accélération constante de notre rythme de vie et de notre développement technologique. Par contre, je ne vois pas réellement l'indice pour une véritable évolution spirituelle dans tout cela. Serait-ce qu'un bon nombre de personnes confondent évolution spirituelle et la frénésie collective? Je crois qu'il se dit beaucoup de choses, mais qu'il n'y a pas toujours la réflexion appropriée derrière tout cela. Cela suffit pour me convaincre d'une crise imminente, suivie, je l'espère, par un retour du balancier vers un meilleur équilibre. Nous observons une montée en frénésie alors que mon hypothèse personnelle laisse entendre que pour favoriser notre évolution, il nous faut favoriser les ondes cérébrales de basse fréquence. Nous observons le contraire dans notre société actuelle et j'obtiens des conclusions un peu moins optimistes à court terme. Ce déséquilibre ouvre la porte à la venue d'une nouvelle époque conduisant vers un nouvel équilibre mondial. Le poids démographique et économique des pays en émergence en est un exemple. La pollution et plusieurs maladies sont des conséquences de notre déséquilibre individuel et collectif. Par conséquent, nous pouvons affirmer que nous ne progressons pas encore suffisamment dans la bonne direction. Le retour à l'équilibre planétaire et humain est une nécessité. Pourtant, malgré mon pessimisme apparent, j'ai une vision optimiste concernant les changements. Je vois cela comme une transformation et pas comme une rupture. Après tout, j'ai déjà vécu la transformation de notre société entre les années 1960 et notre époque actuelle. Quelle femme voudrait encore utiliser le nom de son mari comme c'était encore l'usage au Québec à cette époque? Le changement a aussi de bons côtés. Accélération du temps. Ce que nous constatons actuellement, c'est que notre perception du temps et notre rapport au temps se trouvent modifiés. Même si je n'en connais pas la cause, je le constate moi aussi. Cela semble un peu surprenant, car nous ne devrions pas en avoir conscience en théorie. Un peu comme le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil est imperceptible, l'accélération du temps devrait être imperceptible pour nous qui sommes à l'intérieur du système de référence. Mon explication personnelle est que notre conscience semble plutôt demeurer la même. C'est la manière qui change subtilement et s'accélère. C'est la partie matérielle de notre être qui accélère et pas notre conscience. Serait-il envisageable que le temps n'ait pas le même impact sur la conscience que sur la matière? C'est une idée très intéressante lorsqu'on se demande où se situe la conscience, une question à laquelle nous voudrons éventuellement une réponse pour satisfaire notre mental. Si la conscience est celle d'un observateur extérieur, elle serait effectivement capable de ressentir un changement qui affecterait notre système de référence, la matière. Ce ne sont là que quelques pistes de réflexion concernant les changements qui affectent notre planète. Toutes ces affirmations demeurent précaires et j'en suis conscient. J'ai beau me dire que c'est le fait d'avancer en âge ou l'effet des changements de rythme dans les films et la musique, ainsi de suite. En vain, j'ai beau rationaliser, cette impression d'accélération persiste. Ma perception existe, même si la cause ou l'explication est difficile à cerner.
C'est tout de même ce que je ressens et ce que je vis. Que penser de tout cela? J'interprète cela comme une forme de déséquilibre. Plus le monde est en déséquilibre, plus il devient excessivement important de savoir trouver son équilibre personnel. Alors, la véritable question est, relèverons-nous ce défi? Devons-nous déduire que notre société actuelle va disparaître? La réponse est oui, bien évidemment, comme toutes les sociétés. Notre société ne sera plus la même dans 50 ans. Comme parent, je m'inquiète aussi pour la qualité de vie des générations à venir. Si nous reprenons notre constat que les changements s'accélèrent et si la tendance se maintient sans atteindre un plateau, cela signifie que les changements à venir seront 4 fois plus importants que ceux survenus durant les 50 dernières années. C'est une prédiction mathématique. L'un des problèmes engendrés par ce rythme de changement accéléré est que l'ancien ordre des choses résiste à son déclin. Les visions s'affrontent, les tensions explosent. Qui aurait pu croire que la petite fille du fondateur de l'empire pétrolier Rockefeller déplacerait la colossale fortune familiale pour investir dans les énergies vertes de demain? Les Rockefeller sont à présent en conflit financier avec la compagnie pétrolière Standard Oil fondée en 1904 par leurs aïeuls, aujourd'hui connus sous divers noms tels que Exxon, Esso et plusieurs autres. À leur échelle, les enjeux sont immenses. Malheureusement, et l'histoire le démontre, il y a un parallèle direct entre l'augmentation de la violence et les périodes de bouleversement. Chapitre 2. Le cheminement spirituel. Toujours dans l'espoir de trouver une réponse à notre question de départ, est-ce une évolution? Ma réponse est non, ce n'est pas une évolution. C'est uniquement une période de transition qui permettra peut-être une évolution. Globalement, tout avance dans la vie. Ce constat n'est pas une condamnation non plus. Il s'agit juste d'être honnête avec nous-mêmes et de comprendre notre époque actuelle. Le cheminement spirituel planétaire est en marche en chacun de nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Comme nous le disions, une augmentation en fréquence n'est pas synonyme d'une évolution quelconque. Lorsque nous sommes dans un état de bien-être méditatif, nous observons une baisse des fréquences cérébrales. Si j'ai raison de croire que le bien-être est une manifestation d'une forme d'évolution par rapport au stress et à d'autres états de mal-être. Maintenant, si j'applique le même critère à plusieurs individus et à toute une société, je ne dirais pas que nous progressons vers le mieux-être et vers une forme d'évolution spirituelle. Je dirais que cela ressemble plus à un recul. Cela semble désolant aux premiers abords. Il s'agit de changement et rien de plus pour le moment. Mais sans changement, aucune évolution n'est envisageable. L'espoir est donc encore possible. Une société est pour moi à l'image de ses individus. Des individus évolués forment des sociétés évoluées. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un individu évolué? L'amour de soi viendrait au premier rang dans ma réponse. Cela nous donnerait une société basée sur l'amour de soi. Est-ce cela que nous voyons se mettre en place dans nos institutions? Non, nous n'en sommes pas encore là. Il faut comprendre que le changement est de nature individuelle. Une société est la somme de ses individus. Si nous devenons nos valeurs humaines personnelles, nous sommes en train de changer la société par le fait même. Mon propos est de vous introduire en quelque sorte aux nouvelles valeurs de la société de demain tout au long de cet ouvrage. Il n'est pas question pour moi de vous dicter vos valeurs ou de vous convaincre de les changer. Cela ne fonctionne pas ainsi. C'est uniquement notre propre compréhension de la vie qui pourra influencer nos perceptions et nos choix. Cela part de vous et c'est à vous de décider.
Les 5 clés de notre cheminement spirituel selon le point de vue de l'âme. Cet ouvrage vous invite à découvrir avec moi différents concepts de base et j'avais cet objectif en tête dès le départ. L'ensemble est assez représentatif de mon propre cheminement spirituel et à travers tous ces concepts, je cherchais le fil conducteur ou la structure cachée. C'est en me relisant que je me suis rendu compte que ce livre comporte 5 clés pour notre cheminement spirituel. Ce ne sont pas des étapes, ce sont des axes de cheminement qui s'entrecoupent très souvent et qui se vivent en parallèle. La 5e clé est un peu comme le sommet de cette pyramide. C'est la clé de la récolte pour vous. Cette clé vous apporte l'amour de soi et la joie de vivre. Plus vous cheminez vers votre réalité ultime, plus vous le manifestez. Je vous présente ces 5 clés. 1. Comprendre notre réalité humaine. 2. Comprendre la dualité de notre nature multidimensionnelle à la fois matérielle et spirituelle. 3. Comprendre le point de vue de l'âme. 4. Comprendre la conscience. 5. Réaliser en nous l'équilibre et l'harmonie, la fusion, l'unité ou la communion. Certains lecteurs consacreront plus de temps à explorer une clé et moins de temps pour une autre. C'est normal puisque nous sommes tous différents. Personnellement, j'ai consacré beaucoup d'efforts sur la première clé, car j'ai beaucoup à apprendre dans ce domaine. C'est aussi la sphère la plus proche de nous durant notre incarnation terrestre. J'ai toujours ressenti fortement le besoin de comprendre le fonctionnement des choses. La 2e clé est celle que je qualifierais de moins bien comprise dans notre civilisation actuelle. Nous nions beaucoup trop facilement l'expérience spirituelle de notre être. Cette clé consiste à rétablir un équilibre et à accepter les 2 plans d'existence comme faisant partie de notre expérience et de notre vécu. Comprendre la 3e clé, qui est le point de vue de l'âme, est un peu ma spécialité et c'est ce que je désire vous transmettre par mon travail d'écriture présent ou à venir. La 4e clé est l'enjeu de l'âme dans sa présente incarnation sur Terre. La conscience est aussi la moitié de ce que vous êtes, la partie subtile de votre être durant votre incarnation dans la matière. Votre conscience doit utiliser l'âme et l'âme doit utiliser la conscience. C'est par la conscience que se fait le lien entre l'âme et la matière. C'est ainsi que l'âme obtient l'empreinte d'une incarnation. La 5e consiste à se manifester. C'est cet équilibre et la compréhension acquise qui seront à la base de votre 5e clé. En connaissant ces clés, vous pourrez explorer ces domaines d'une manière plus équilibrée pour ne pas délaisser un aspect au détriment d'un autre. Vous aurez une meilleure vue d'ensemble de votre cheminement. Je dois apporter une dernière précision. La 5e clé n'est pas obligatoire et elle n'est pas l'objectif de notre incarnation terrestre pour la majorité d'entre nous. Il ne s'agit pas de vivre comme une âme. Il s'agit de vivre comme une conscience équilibrée et incarnée dans la matière. En réalité, nous n'avons aucune obligation sauf celle de prendre conscience de notre âme. En revanche, votre âme a un objectif en venant s'incarner. Elle désire vivre l'expérience de la matière à travers votre conscience et votre vécu. Place au changement. Comme pour tout cheminement, préparez-vous à rencontrer une forme ou une autre de résistance au changement. D'abord, votre propre résistance, celle provenant de votre mental. Imaginons une entreprise qui est dans une situation idéale pour annoncer un changement à ses employés. Cette entreprise désire faire un changement qui permettra plus d'équité entre les employés et qui favorisera le développement des valeurs humaines. Cette situation est tellement idéale que tous les employés ont été rencontrés et qu'ils ont bien compris la nature des changements et les gains escomptés. Même dans ce monde idéal, nous rencontrerions une résistance au changement de la part d'un certain nombre de personnes.
La raison est bien simple. Ce ne sont pas uniquement les valeurs humaines ou notre mieux-être collectif qui nous guident dans nos actions. Nous le savons tous. Plusieurs choisiront leur intérêt personnel et il y aura tout de même une part des employés qui seront réticents au changement, ne serait-ce que par crainte de se tromper ou de perdre un privilège. Si, comme responsable du changement, vous cherchez la solution à ce problème, je vous annonce que vous ne la trouverez pas. C'est totalement impossible de faire un changement sans rencontrer une résistance. Le paradigme est que tout cela est dicté par le mental de chaque individu. Que ce soit la source du problème rencontré ou les solutions que vous imaginerez, cela reviendra toujours à utiliser votre mental. Comme nous n'avons appris aucun autre mode de fonctionnement individuel, la solution n'existe pas. Vous devrez surmonter la résistance au changement. Longtemps, nous avons considéré notre nature humaine comme faillible et imparfaite. Puis-je vous démontrer le contraire? C'est notre manque d'écoute de ce que nous sommes qui nous cause le plus de problèmes, et pas ce que nous sommes. Comprenez-vous la nuance? Malheureusement, ce niveau d'écoute est plutôt rare pour le moment, car nous nous sommes trompés sur notre véritable nature. Je vous parle ici d'utiliser notre intuition pour être à l'écoute de soi. C'est très simple à apprendre. La seule difficulté est de se faire confiance et de se comporter en fonction de ses ressentis. C'est à l'inverse de ce que nous avons appris. Cela implique donc de nombreux changements. Je sais, c'est contre-intuitif pour plusieurs, peut-être même que s'écouter est synonyme d'égoïsme ou de paresse pour vous. Si c'est le cas, il est temps pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau à propos de vous-même. Vous n'êtes pas celui ou celle que l'on vous a fait croire. L'intuition. L'intuition me semble le meilleur point de départ pour un cheminement spirituel. Sans intuition, il est plus difficile d'avancer sur le chemin de la conscience. C'est un peu comme d'entreprendre un voyage sans boussole. Tout le monde peut utiliser son intuition. Il suffit de porter attention à ce que l'on ressent intérieurement. Nous pouvons comparer cela avec les gens qui disent ne jamais rêver. Comme vous le savez, nous rêvons tous chaque nuit, même si l'on ne se souvient pas toujours de nos rêves. Cette phase particulière du sommeil, durant laquelle nous rêvons, se nomme le sommeil paradoxal. Il s'agit même d'une caractéristique commune à tous les mammifères selon les observations scientifiques. Pour l'intuition, c'est un peu la même chose. Alors disons-le comme cela. Notre intuition existe, mais elle passe inaperçue parce que notre cerveau est doué pour trouver des explications ou pour se laisser distraire. Notre cerveau est conçu pour identifier, classer et faire des liens. Au besoin, il est capable de combler les informations manquantes et de ne pas simplement nous montrer les informations telles qu'elles sont transmises par nos sens. Il fabrique en quelque sorte sa propre vision de la réalité matérielle et il la projette sur l'écran de notre conscience. Finalement, nous minimisons souvent l'intuition et nous l'attribuons au travail subconscient de notre cerveau ou à notre imagination. Cela peut surprendre. En réalité, le cerveau est incapable d'intuition. Le cerveau est capable de produire des pensées, des images, des rêves et d'innombrables autres choses. Mais le cerveau est incapable de voir ou d'entendre. Il n'est pas à l'origine de nos sens. Le cerveau ne fait qu'interpréter ce qui est transmis par les sens. Il traite l'information qui est perçue par le système nerveux sensoriel comme le sens du toucher, du goût, de l'ouïe ou de la vue, comme un projecteur qui interprète la pellicule reçue avant de projeter un film sur l'écran de notre conscience. Les mots entendre, goûter, penser, interpréter, méditer, imaginer et rêver sont des verbes. Le mot intuition n'a pas de verbe équivalent en français. Nous devons utiliser des synonymes dans ce cas. C'est très révélateur sur la place que nous lui réservons dans notre vie.
Nous n'avons pas encore inventé le mot correspondant à cette activité. Nous partons de loin. On assimile souvent l'intuition à une sorte d'état méditatif ou aux autres sens comme voir et sentir. Mais ce n'est pas toujours vrai. L'intuition se manifeste aussi dans d'autres états. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une activité à part entière pour les intuitifs, une activité mesurable et qui modifie les ondes cérébrales. Très souvent, au début, nous confondons l'intuition avec les pensées, l'imagination et le rêve. Il faut aussi préciser que l'intuition prend de multiples formes. Il faut donc apprendre à s'entraîner et à différencier tout cela. Définir l'intuition. Comme je le disais, l'une des activités essentielles du cerveau est d'interpréter et de projeter ce qu'il a reçu en provenance du système nerveux sensoriel sur l'écran de notre conscience. Ne disons-nous pas souvent que l'intuition est le sixième sens? Comme n'importe quel sens qu'il s'agit de voir ou entendre, l'origine de ce qui est perçu nous vient de l'extérieur. C'est la réception de notre système sensoriel et le traitement fait par le système nerveux qui sont à l'intérieur de nous. C'est la même chose pour l'intuition. L'origine d'une intuition est extérieure et elle passe aussi par le corps avant d'être perçue dans notre conscience. La différence est que la source extérieure de l'intuition n'est pas quelque chose de matériellement tangible. Comme nos intuitions n'ont pas d'origine palpable, nous avons fortement tendance à croire que leur origine est à l'intérieur de nous. Nous croyons que c'est le produit de notre cerveau, de notre imagination ou de notre inconscient. Très souvent, nous croyons que c'est notre corps qui produit les effets que nous observons. Si par exemple, vous prenez une décision et que vous sentez votre gorge serrée ou une tension dans votre ventre, cela peut être la manifestation d'une crainte ou une intuition qui vous avertit que vous prenez une mauvaise décision. Vous devrez apprendre à départager ces deux possibilités. Comment ferez-vous cela? En apprenant les caractéristiques qui sont propres à l'intuition. Une pensée peut être réfléchie, analysée, discutée, évaluée, peu importe. Cela alimente votre mental. Une intuition n'est pas évaluable ou analysable. Une intuition est une information. C'est comme la couleur d'un objet. Une couleur est une information difficilement discutable. Une intuition se produit immédiatement lorsque vous prenez la décision. Elle ne persistera pas dans le temps. Vous allez dire, quand j'ai voulu prendre cette décision, j'ai ressenti ma gorge serrée. Pour une crainte, vous allez dire, chaque fois que j'y pense, je sens ma gorge serrée. Chaque fois que j'y pense, je crains qu'une chose se produise. Il s'agit d'un exemple, d'une petite mise en situation. Rappelons-nous simplement que l'intuition est un message reçu une seule fois à un moment précis. Elle est très souvent un ressenti physique, puisque nous devons utiliser un corps physique pour la percevoir. Un sentiment, une émotion, que ce soit une crainte ou un désir, ou bien une idée ou une pensée, rien de tout cela n'a le caractère unique et bref qu'à l'intuition. Parce que l'intuition est un message que vous transmet l'âme à travers votre corps. Le message est dit une fois et c'est terminé. Il n'y a rien à discuter ou à réfléchir à cela. Vous suivez et vous ne suivez pas votre intuition. Ce sera la seule chose qui vous appartient de décider. Pour parler de nos intuitions, nous utilisons souvent d'autres verbes qui se rapportent à d'autres sens, tels que sentir ou ressentir. Notre cerveau reçoit une intuition et il doit la traiter comme il le ferait pour n'importe quel sens. S'il faut inventer le verbe correspondant, je dirais qu'il intuitionne. Il faudrait inventer le verbe intuitionner, de la même manière qu'il voit ou entend. Une autre source de difficulté est que le cerveau interprète ce que lui présente notre intuition comme il le fait pour nos autres sens. De plus, il utilise les mêmes systèmes neuronaux que nous utilisons déjà pour d'autres fonctions cognitives. Nous utiliserons le verbe ressentir faute de mieux. Sauf que pour certaines personnes,
L'intuition privilégiera un sens plutôt qu'un autre. Je me suis aussi laissé dire que l'intuition utilisait aussi une zone du cerveau très proche de celle que nous utilisons pour imaginer. Ce fameux doute que nous entretenons parfois, celui d'avoir une imagination débordante, trouverait peut-être là son explication. Dans ce cas, il existe une méthode très simple pour apprendre à différencier une intuition et notre imagination. Il vous suffit d'écrire vos intuitions et de les relire dans quelques mois. Avec le recul, les vraies intuitions ressortiront du lot. Si vous n'en avez pas tenu compte à l'époque, vous vous direz probablement que vous auriez dû le faire. Comment l'âme peut-elle nous transmettre des informations puisque c'est intangible? Le cerveau intuitionne une information extérieure qui n'est ni une onde sonore, ni un photon, ni une réaction chimique ou une pression. Le système nerveux est capable de percevoir des stimuli extrêmement subtils qui sont présents au niveau de nos énergies. La coordination de ces stimuli peut activer une structure cérébrale qui correspond à une pensée, un goût, une odeur, un son ou une image. À travers tous les stimuli qui sont reçus, traités ou écartés par le cerveau à chaque instant, il est très probable que vos intuitions ne se rendent tout simplement jamais au niveau conscient. Lorsqu'elles y parviennent, elles passent comme un bruit de fond. Parfois, vous le prendrez pour un rêve, un souvenir ou une idée qui serait la vôtre. Puis finalement, il se peut que vous lui donniez une interprétation erronée. Si vous êtes attentif, vous pourrez prendre conscience de vos intuitions plus souvent avec un peu d'entraînement. Vous serez capable de reconnaître vos intuitions et de les interpréter comme vous le faites avec vos autres sens. L'origine de l'intuition est le lien entre l'âme et nos corps subtils qui hébergent notre conscience. Comme nous le verrons plus loin et plus en détail, notre âme nous prête une infime partie de sa conscience. Cette conscience subdivisée demeure intriquée. Il existe un lien réel entre le nous matériel, notre conscience et finalement notre âme. Cela permet l'échange d'informations. Ce lien est vital autant pour nous que pour notre âme. Ce lien ne doit pas être rompu, sans quoi nous perdons le contact avec la source de notre être. De son côté, notre âme ne désire pas perdre une partie d'elle-même et ultimement, elle fera tout pour récupérer cette part de sa conscience. L'intuition sert donc de lien de communication entre notre âme et notre conscience. L'intuition est essentielle à la réalisation de notre plan de vie, à la raison qui nous a poussés à nous incarner sur un plan physique. Lorsque nous comprenons le point de vue de l'âme, nous comprenons la richesse de notre lien avec elle et la richesse de l'intuition. Il n'est pas nécessaire de connaître notre plan de vie. Il est nécessaire de pouvoir le suivre à travers notre intuition. Toute la difficulté est là avec l'intuition. Il faut de l'entraînement pour apprendre à y porter attention et à l'améliorer. Cela nécessite une grande motivation. C'est un sens très subtil et complexe. L'intuition appartient à nos corps subtils qui influencent ensuite notre système nerveux pour transmettre de l'information à notre conscience. Ce sens perçoit ce qui est aux limites de notre monde, de notre dimension, parce qu'il appartient à cette ultime frontière. Notre système nerveux est fait pour voir, sentir ou entendre. Selon la zone influencée, notre intuition aura la forme d'un son, d'un ressenti, d'une image ou même d'une idée. À la limite, nous pouvons percevoir des odeurs, des saveurs, du froid ou de la chaleur. L'intuition emprunte obligatoirement les neurones appartenant à vos sens physiques pour fonctionner. Si nos neurones sont déjà dans un état de surexcitation, notre intuition ne sera qu'un petit bruit de fond imperceptible pour notre système nerveux et elle sera systématiquement écartée. Notre société actuelle ne favorise donc pas l'intuition. Il nous faut un seuil d'activation neuronale le plus bas possible. En d'autres mots, il nous faut un environnement calme.
Dans mon cas, durant des années, ma vie a été parsemée de petites expériences qui m'ont toujours plus profondément convaincu que l'intuition est plus qu'une simple manifestation de l'inconscient ou du subconscient. Simplement admettre l'intuition a été un long apprentissage et a nécessité bien d'épreuves. Cela a commencé par de petites intuitions très occasionnelles, ces dernières pouvant être facilement explicables. Il était aisé de me dire que l'inconscient avait probablement remarqué tel ou tel autre petit détail. Il m'a fallu apprendre tout d'abord à identifier, puis à interpréter mes intuitions. Je n'étais pas un médium naturel qui voyait dès l'âge de 5 ans. Alors que j'étais jeune adulte, certaines personnes ont vu en moi ce potentiel, mais je refusais d'y croire. À cette époque, je considérais cela au même titre que la magie ou le charlatanisme. Durant ma vie adulte, j'ai tardivement consulté quelques médiums. En passant, les vrais médiums ont toujours une grande part de leur pratique qui est gratuite. Ils viennent en aide d'abord et avant tout. Il y a une différence entre demander un salaire et vouloir un salaire. Ce n'est même pas une question de quantité, c'est une question d'attitude. En réalité, se poser la question sur l'origine d'une intuition importe peu au début. L'important est de ne pas banaliser ces intuitions. Au contraire, essayez d'encourager le phénomène, de l'observer et de prolonger vos intuitions. Continuez à écouter au cas où d'autres informations seraient à venir. Demandez que l'intuition soit répétée, que la vitesse soit ralentie si elle vous semble trop rapide. Soyez à l'écoute et essayez de valider son exactitude lorsque cela est possible. Cela vous permettra d'apprendre à écouter et à faire confiance à votre intuition. Une autre complication possible durant l'apprentissage de l'intuition est de forcer, de trop essayer. L'intuition se manifeste mieux dans le calme. Elle arrive souvent sans que l'on s'y attende. Lorsqu'une personne nous parle, nous ne forçons pas pour qu'elle nous parle. Nous écoutons tout simplement. Nous ne faisons pas d'effort pour voir. L'image s'interprète dans notre cerveau sans effort. C'est la même chose avec l'intuition. Nous nous écoutons, c'est à l'intérieur de nous. L'intuition peut aussi prendre diverses formes selon les circonstances et les individus pour les raisons que nous avons vues précédemment. Je suis convaincue que tout le monde pourrait être capable d'intuition avec un peu d'entraînement. C'est l'un des préceptes à la base de ce livre, puisqu'il a été écrit à partir de connaissances d'abord acquises de manière intuitive. Pour toute découverte ou expérience nouvelle, il y a un prérequis incontournable. Il nous faut avoir une attitude d'ouverture vis-à-vis du phénomène. Il nous suffit de remplacer « je n'ai aucun talent là-dedans » ou « ce n'est pas pour moi » par « si j'étais attentif, peut-être que je découvrirais quelque chose de nouveau ». Accepter. Accepter le doute. Il est important de savoir que le doute appartient à l'intellect, alors que la conscience intuitive ne doute pas. Nous avons ou nous n'avons pas une intuition. Une intuition est une information, tout simplement. Ce n'est rien d'autre que cela en réalité. Si nous avons une intuition, nous obtenons une information. C'est le chemin pris par cette information ou sa provenance qui diffère peut-être de nos pensées habituelles. Rappelons-nous que l'intuition fait partie de nous et qu'il faut accepter l'information pour ce qu'elle est. Pourquoi une information aurait-elle plus de valeur du fait d'être le fruit d'un raisonnement ou de la perception d'un sens? Nous avons tellement de mal à nous faire confiance que nous croyons plus facilement ce qui vient des autres. Pourtant, eux aussi doutent d'eux-mêmes tout comme nous. Nous disions que la conscience intuitive ne doute pas et que c'est le mental qui doute de l'information reçue intuitivement. Lorsque nous doutons d'une information intuitive, c'est que le mécanisme n'est pas encore bien implanté et qu'il y a des sources d'interférence. Notre mental prend une place qui ne lui appartient pas. En réalité, les choses se révèlent et s'affirment dans leur existence. Je suis ou bien je ne suis pas. Nous ne pouvons pas être juste à moitié malgré ce que nous en pensons. Trop souvent, nous ne sommes pas là,
nous ne sommes pas présents à nous-mêmes et aux autres, mais cela est une autre histoire. J'avais de l'information qui, intuitivement, n'était pas cohérente avec ce que j'avais appris. Imaginez que vous vivez à l'époque de l'Antiquité et que vous voyez que la lune est ronde, que le soleil est rond, que tout tourne en rond dans le ciel, mais que tout le monde autour de vous affirme que la Terre est plate. Qu'elle est supportée par 4 immenses piliers posés sur le dos d'une tortue géante. Je me sens souvent dans cette situation. Je ne sais pas ce qui va de travers, mais je me rends bien compte qu'il y a quelque chose de mal compris. Dois-je douter de mon intuition ou dois-je douter des croyances de la science de mon époque? Je crois que je vais douter de mon époque car j'ai trop souvent l'impression que nous sommes au Moyen Âge et cela dans trop de domaines. Comme nous l'avons vu, la relation avec l'âme doit idéalement être rétablie et cela se fait sur le plan intuitif. Nous pouvons apprendre à nous percevoir à partir de points de vue de l'âme, même sans comprendre les rouages sous-jacents. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas l'âme et que ce n'est pas le but d'une incarnation terrestre de vivre ce que vit l'âme dans sa dimension. D'un autre côté, la compréhension des mécanismes de base que je vais vous exposer peut vous aider à saisir le point de vue de l'âme. Un point de vue tellement plus complet que notre point de vue humain. Comme si nous avions soudainement accès à la vue d'ensemble. L'idée de voir la vie à partir du point de vue de l'âme est tellement différente du courant de pensée actuel que je risque de devoir l'expliquer encore longtemps. Mais tant pis puisque j'ai accepté ce rôle ingrat. Sur le plan intellectuel, je suis trop peu réfléchi pour avoir compris par avance ce que ma démarche impliquait. Ce défaut de conception dans ma tête me pousse à fuir les détails qui m'ennuient. Le fait est que, malgré mon style analytique, je préfère fonctionner intuitivement et rechercher une vision globale des choses. Ce déficit d'attention du mental me pousse vers l'intuition. Paradoxalement, je me perds ensuite dans les détails assez difficiles. C'est qu'alors je commence à douter de moi. Cette part de moi qui doute est le mental. L'intelligence tente de s'appuyer sur des faits véritables. Mais lorsque l'on parle de son ressenti, qu'est-ce qui est véritable? Rien n'est véritable, bien évidemment. Alors, que faire du doute et du mental? Nous sommes tous confrontés à cette question durant un cheminement, peu importe le cheminement. Nous ne devons pas voir le mental comme un obstacle qu'il faut savoir mettre de côté. C'est plutôt un outil extrêmement utile qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Le mental complète parfaitement bien l'intuition. C'est son rôle et c'est là qu'il excelle. Trop de mental et pas assez d'intuition, j'aurais douté avant d'écrire la première ligne. Sans le mental, je ne saurais ni lire ni écrire. L'intuition sait que le bon point de vue est celui de mon âme. Mon mental apprécie cette nouvelle perspective qu'il se plaît à explorer et à développer. Accepter la vie. Une étape de la vie méconnue est celle où une entité incarnée doit accepter de vivre et de souffrir. Cela est loin d'aller de soi dans ce monde difficile qu'est le nôtre. Les aspects désagréables sont légion. Les raisons de refuser cette vie de souffrance, avouons-le, ne manquent pas. D'ailleurs, les statistiques sur le suicide chez les jeunes sont éloquentes. Il n'y a pas de hasard, c'est justement vers cet âge que l'acceptation de la vie doit se faire. Nous sommes tous confrontés à cette décision à un moment de notre vie. Pour certains, la décision est prise rapidement et l'acceptation se fait prestement. Pour d'autres, cela peut prendre des décennies et même ne jamais être entièrement accepté. Les cabinets de psychologues sont remplis de gens qui n'ont pas résolu la crise de l'incarnation. Une part de leur être conscient n'a pas encore tout à fait accepté de poser ses valises ici-bas. Abordé sous l'angle spirituel, ce problème prend un éclairage différent, car la vraie cause est un déficit de ressenti sur le plan de l'âme. La parcelle d'âme incarnée a presque tout oublié de ses origines,
mais pas totalement, car un lien intuitif doit être conservé avec l'âme. La conscience de la personne incarnée a le vague souvenir d'un paradis perdu, si je puis dire. Mais en même temps, elle est confrontée à la souffrance et au manque d'amour provenant normalement de l'âme. Le refus de l'incarnation est la conséquence et fait malheureusement partie de notre libre arbitre. L'écart entre, d'une part, l'amour inconditionnel et le bien-être ressenti dans la dimension de l'âme, et d'autre part, la souffrance de l'existence terrestre ressentie dans notre mental une fois que nous sommes incarnés, est abyssal pour certaines personnes. Il est important de le dire à haute voix. Le choc est réel. Le choc est d'autant plus grand que nous nions l'intuition et la communication avec l'âme dans notre culture. Cet écart prend sa source dans le mental et nos perceptions. Cette négation nous coupe justement de ce qui nous manque le plus durant cette crise de l'incarnation. Il nous manque ce bien-être presque absolu dont nous avons le vague souvenir. C'est simplement cela qui est en jeu. Retrouver le lien avec l'âme, retrouver le bien-être et l'amour que nous avons pour nous-mêmes. L'amour des parents protège l'être incarné durant l'enfance, mais tôt ou tard, nous sortons de leur sphère et nous devons vivre avec nos propres énergies pour exercer notre libre arbitre de manière créative. Nous devons trouver cet amour en nous-mêmes et c'est l'âme qui doit assurer ce rôle. Sauf que, dans un monde trop souvent dépourvu d'intuition, comment pouvons-nous ressentir l'amour de notre âme? Comment pouvons-nous accepter de poser nos valises le temps d'une incarnation? Combien d'entre nous ont effectivement posé leurs valises, mais sans l'avoir réellement accepté? Si la crise ne se résout pas, le suicide plus ou moins tardif est une éventualité. Mais l'âme offre plusieurs autres solutions, car elle n'a pas pour but de souffrir. Elle respectera notre libre arbitre qui demande à ne plus souffrir et qui ne parvient pas à résoudre la crise. À titre d'exemple, elle peut couper les émotions, le ressenti. Ce genre de solution de dernier recours existe. L'âme le fera uniquement à la demande de l'être incarné. S'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'intervention pour réduire la souffrance. Comme nous ignorons comment et ce que nous pouvons demander, nous recevons rarement de l'aide pour traverser cette crise. Pour recevoir, il faut aussi donner. N'oubliez pas ce principe, car il est aussi à la base de notre relation avec l'âme. La véritable solution n'est pas de ne plus ressentir la souffrance, mais de ressentir l'amour de soi, l'amour inconditionnel de notre âme pour cette petite part d'elle qui est, enfin nous-mêmes. Pour ressentir cet amour, il faut de l'intuition. Il faut dépasser le vide que nous avons ressenti lorsque nous avons quitté le plan de l'âme.